Ils laissèrent tomber les valises usées par terre, jetèrent un regard à leurs parents, assis tranquillement sur la terre au bord de la route, et crièrent « Vous ne nous servez plus à rien !» Puis ils tournèrent le dos et s'éloignèrent en riant doucement. « Voyons comment ils vont s'en sortir seuls maintenant !» dit l'un d'eux avec un sourire en coin. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que le vieil homme gardait un secret qui valait une fortune. Et quand ils découvrirent la vérité, il était déjà bien trop tard. Lucas s'était levé avant les premières lueurs du jour. Se réveiller tôt était devenu une seconde nature, après tant d'années de dur labeur. Mais ce matin-là avait quelque chose de différent. Ses yeux brillaient d'une lueur qu'Helena n'avait pas vue depuis bien longtemps. Il se pencha et lui toucha doucement l'épaule. « Réveille-toi, mon amour. Les enfants viennent nous chercher aujourd'hui. » Helena ouvrit lentement les yeux et sourit, le genre de sourire que seule une personne ayant vécu une longue vie, pleine de luttes et de joie, peut offrir. Quelques jours plus tôt, leurs enfants avaient appelé avec une nouvelle inattendue. Ils voulaient les emmener voir un petit endroit à la campagne. Ils envisageaient d'acheter une petite ferme où toute la famille pourrait se retrouver le week-end. Imagine un peu, Lucas. On regarderait les petits-enfants jouer dehors, avait dit Helena en se tenant près du miroir fendu, coiffant avec soin ses cheveux blancs. Leur maison était modeste, cachée derrière une propriété en location. 3 pièces étroites contenant tous leurs meubles usés. Lucas avait travaillé 50 ans comme ouvrier du bâtiment. Helena gagnait sa vie en cousant des vêtements, et quand cela ne suffisait pas, elle faisait la lessive pour d'autres. Ils avaient élevé 3 enfants dans cette petite maison, David, Chiara et Matteo. Ils avaient tout donné, souvent plus qu'ils ne pouvaient se permettre. Lucas passa la main sur le pantalon qu'il avait repassé la veille, puis boutonna sa plus belle chemise, celle qu'il ne portait que les jours importants. Helena enfila une robe fleurie, offerte par une voisine. Elle était encore en très bon état, propre et presque neuve. Ensemble, ils attendirent près de la porte, pleins d'espoir. « Tu crois qu'ils vont tarder ?» demanda doucement Helena. « Soyons patients, ma chérie. Ils ont promis d'arriver tôt, » répondit Lucas, bien qu'il soit tout aussi nerveux. Cela faisait de longs mois qu'ils n'avaient pas vu leurs enfants. La vie était toujours trop chargée. David était devenu directeur d'un grand magasin. Chiara travaillait dans un bureau et se plaignait sans cesse de son stress. Matteo avait monté son entreprise et passait son temps au téléphone à résoudre des problèmes. Quand 2 voitures se garèrent enfin devant la maison, le visage d'Helena s'illumina de joie. Elle applaudit comme une enfant. « Regarde, Lucas, ils sont tous venus !» Mais dès qu'ils sortirent des voitures, quelque chose ne semblait pas normal. Pas de sourire, pas d'embrassade. David jeta un coup d'œil à son téléphone et fit un signe de tête, sans mot dire. Chiara soupira et regarda l'heure. Matteo ne les regarda même pas. « Il faut qu'on y aille. »« J'ai des choses à faire plus tard, » dit Chiara. Helena sentit une douleur sourde dans sa poitrine, mais ne dit rien. Lucas aida Helena à s'installer à l'arrière de la voiture de David. Il s'apprêtait à monter à côté d'elle quand Matteo l'arrêta. « Papa, viens avec moi, maman est avec David. »« On ne peut pas aller ensemble ?» demanda doucement Helena. « Y a pas de place. Allez, on se dépêche !» répondit Matteo, agacé. Helena regarda Lucas, inquiète. Il força un sourire pour la rassurer, essayant de faire semblant que tout allait bien. Mais au fond, quelque chose clochait. Et ainsi, ils partirent dans 2 voitures séparées. La route était calme. Helena essaya de parler avec David. « Mon fils, ça fait si longtemps. Comment vont les enfants ?» demanda-t-elle. « Ils vont bien, maman, » répondit-il. « Et Claudia, comment elle va ?»« Elle va bien. » Chiara, assise à l'avant, ne cessa jamais de taper sur son téléphone. Après quelques tentatives, Helena abandonna. Elle se tourna vers la fenêtre et regarda la ville disparaître lentement derrière eux. Plus ils avançaient, plus la route devenait inconnue. Le bitume laissa place à des chemins de terre. Les maisons se firent rares. Finalement, il ne restait plus que des terres sèches et vides sous un ciel large et lourd.
Dans l'autre voiture, Luca essaya aussi de faire la conversation, mais Matteo répondait à peine. Son téléphone sonnait sans arrêt, et à chaque appel, il s'agissait d'affaires, d'argent ou de problèmes. Luca tourna son regard vers l'extérieur, se rappelant les nuits où il portait Matteo dans ses bras quand il était petit et avait peur d'être seul. Après presque 2 heures de route, les voitures s'arrêtèrent dans un endroit désert. Une vieille route traversait une terre craquelée et brûlée par le soleil. Il n'y avait ni maison, ni arbre, même pas de poteau téléphonique. Rien que la chaleur, la poussière et le silence. « Sors, maman », dit David en ouvrant la portière. « Mais c'est pas ici ?» demanda Elena. « Sors, c'est tout », répondit-il d'un ton plat. Elle descendit, confuse. Luca sortit aussi de l'autre voiture, tout aussi perdu. Matteo alla au coffre, saisit 2 vieilles valises, celles qu'ils utilisaient autrefois pour rendre visite à des parents malades, et les jeta par terre, soulevant un nuage de poussière. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Luca, perplexe. David s'avança, le visage impassible, les yeux plus froids que ses parents ne les avaient jamais vus. « Écoutez, commença David, on en a déjà parlé. On ne peut plus continuer comme ça. Vous demandez toujours de l'aide. Il y a toujours un nouveau problème médical. Vous avez besoin de médicaments, de courses. On a nos propres familles maintenant, nos propres factures, nos propres vies à gérer. » Elena se mit à trembler. « Mon fils, nous ne vous avons jamais demandé plus que ce que vous pouviez donner, » murmura-t-elle. « C'est toujours la même chose, » cria Chiara en sortant de la voiture. « Vous avez toujours besoin de quelque chose. Ça ne s'arrête jamais. On se fatigue, maman, fatigué de culpabiliser, fatigué de devoir vérifier si tout va bien, fatigué de s'inquiéter tout le temps. »« Mais nous sommes vos parents, » dit Luca, la voix brisée. « On le sait et on vous remercie pour tout ce que vous avez fait, » répondit Matteo, évitant toujours leur regard. « Mais il est temps pour vous de vous débrouiller seul. On ne peut pas vous porter toute notre vie. » Les jambes d'Elena cédèrent et elle s'effondra au sol. Ses pleurs venaient d'un endroit si profond qu'il ressemblait presque à une blessure ouverte. « Par pitié, ne nous faites pas ça. On n'a nulle part où aller. On ne connaît personne ici. » « Vous avez toujours réussi à vous débrouiller, » dit David en se dirigeant vers la voiture. « Maintenant, vous devrez recommencer. » Luca fit un pas en avant, tremblant. « David, je t'ai tenu dans mes bras le jour de ta naissance. J'ai travaillé en étant malade juste pour payer tes études. J'ai vendu le seul morceau de terre que mon père m'avait laissé pour que tu puisses faire ce voyage de fin d'études que tu voulais tellement. Et maintenant, tu nous laisses ici, au milieu de nulle part ?» David s'arrêta. Pendant un moment, on aurait dit qu'il allait se retourner. Mais Chiara klaxonna, impatiente. « On y va, plus on reste, plus c'est difficile. » Matteo était déjà remonté dans sa voiture. David regarda ses parents une dernière fois. Elena tendit la main et s'agrippa à la robe de Chiara, suppliant. « Ma fille, je t'ai portée en moi, je t'ai tenue pendant les nuits. Je suis resté éveillé quand tu avais de la fièvre. Comment peux-tu nous faire ça ?» Chiara se dégagea brusquement. « Vous nous avez donné ce que vous pouviez, mais maintenant nos vies sont les nôtres, et vous n'en faites plus partie. » Elle monta dans la voiture et claqua la portière. David monta à son tour. Les 2 voitures firent marche arrière, tournèrent et partirent à toute vitesse, soulevant des nuages de poussière rouge qui retombèrent sur tout. Elena hurla. Elle appela leurs prénoms encore et encore, jusqu'à ce que sa voix se brise. Luca resta immobile, sous le choc, fixant la route où les voitures disparaissaient. Quand les moteurs furent trop loin pour être entendus, le silence tomba. Un silence étouffant, plus lourd que n'importe quel bruit. Elena cessa de pleurer. Elle resta à genoux dans la poussière, les mains couvertes de terre, fixant le vide. Luca s'accroupit à côté d'elle et lui prit la main. Ils restèrent là, au bord de cette route déserte, les vieilles valises à côté d'eux, sous un soleil brûlant qui n'offrait aucun répit. 2 personnes qui avaient tout donné, jetées comme si elles ne valaient rien. Elena se tourna vers son mari. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Luca serre doucement sa main. Pour la première fois de sa vie, il n'avait aucune réponse.
La première heure fut la plus difficile. Elena gardait les yeux fixés sur la route, espérant que les voitures reviendraient, espérant que l'un d'eux aurait du remords, espérant que quelqu'un reviendrait. Mais la route restait vide, chaude, silencieuse, infinie. Lucas se leva lentement. Ses jambes le faisaient souffrir. Ses genoux le tourmentaient depuis des années, usé par une vie entière à porter des charges lourdes. Il ouvrit l'une des valises et chercha la petite bouteille d'eau qu'Elena emportait toujours. Il restait une demi-bouteille. Il la lui donna en premier. « Bois, mon amour, et toi? J'en prendrai après. » Elena prit 2 petites gorgées et la lui rendit. Lucas but une seule gorgée et garda le reste. Ils n'avaient aucune idée du temps qu'ils allaient passer là. Leur soif s'aggrava au fur et à mesure que le soleil devenait plus fort. « Lucas, pas une seule voiture n'est passée, » dit Elena en essuyant le sel séché sur ses joues. « Quelqu'un finira bien par passer, il doit bien se passer quelque chose, tôt ou tard. » Mais lui aussi avait peur. Au fond, il ne croyait pas à ses propres mots. La route semblait abandonnée, asphalte craquelé, herbe poussant sur les côtés, aucun panneau, aucune barrière, rien qui montre que quelqu'un passait encore par cet endroit. Elena s'assit sur la plus grande valise. Ses jambes ne pouvaient plus la soutenir. En observant son mari, elle remarqua cette expression lointaine sur son visage, celle qu'il avait chaque fois qu'un souvenir refaisait surface. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle doucement. Lucas ne répondit pas tout de suite. Il essuya la sueur qui coulait sur son visage et prit une longue inspiration avant de parler. « Je pense à tout ce qu'on a fait pour eux, Elena, tout ce qu'on a donné, tout ce qu'on a sacrifié. » Et soudain, les souvenirs revinrent en rafale, comme des vagues qui s'écrasent sur le rivage. Il se revit le jour où David avait été accepté à l'université. David était entré dans la maison en criant de joie, disant que sa vie avançait enfin, mais l'université coûtait cher, très cher même. Lucas n'avait qu'un seul bien de valeur, un petit morceau de terre que son père lui avait laissé. C'était censé être sa sécurité pour la vieillesse. Pourtant, il était allé chez le notaire, l'avait vendu pour bien moins que sa valeur réelle, et avait utilisé toute la somme pour payer la première année d'études de David. « Tu te souviens quand j'ai vendu la terre de mon père ?» demanda doucement Lucas. Elena hocha lentement la tête. « Oui, tu ne voulais pas le faire. Tu disais qu'on avait besoin de cette terre pour nos vieux jours, et c'est moi qui t'ai convaincu. Tu disais que l'avenir de David comptait davantage. Et on y a cru, Lucas. On croyait vraiment que si on donnait tout ce qu'on avait à nos enfants, ils prendraient soin de nous quand on ne pourrait plus s'occuper de nous-mêmes. » Lucas s'assit à côté d'elle. Les 2 valises faisaient office de petits tabourets rugueux. Il reprit sa main, cette main usée, calleuse, façonnée par des décennies de travail. Elena avait aussi ses propres souvenirs. Elle se rappela lorsque Chiara avait eu une pneumonie petite. Les médecins avaient dit qu'il lui fallait un médicament importé, incroyablement cher. Elena avait travaillé sans arrêt pendant 3 mois, lavant du linge jusque tard dans la nuit. Elle lavait jusqu'à ce que ses mains se fendent et saignent, mais elle acheta le médicament, et Chiara guérit. « Je me suis presque détruit les mains pour sauver Chiara », murmura Elena en regardant ses paumes. « Et aujourd'hui, elle m'a regardé comme si je n'étais... rien. » « Ne dis pas ça, » répondit doucement Lucas. « Mais c'est la vérité. Tu as entendu comment elle nous a parlé ? Elle a dit qu'on ne faisait plus partie de leur vie. » Sa voix se brisa et elle recommença à pleurer. Lucas la serra dans ses bras et la laissa pleurer contre son épaule. Lui aussi avait envie de pleurer, mais il se retint. L'un des 2 devait rester calme. Le soleil était maintenant juste au-dessus d'eux. Il devait être midi, peut-être même plus tard. La chaleur pesait sur eux comme une couverture lourde. Lucas se leva, prit la bouteille, donna une autre gorgée à Elena, puis en prit une lui-même. Il ne restait presque plus d'eau. Il garda le reste. « Il nous faut de l'ombre, dit-il, mais il n'y en avait nulle part, seulement un vieux poteau en béton penché au bord de la route. Lucas traîna les valises et trouva un mince filet d'ombre où le soleil frappait un peu moins. Il aida Elena à s'y asseoir et resta tout près d'elle.
Puis ils entendirent quelque chose, d'abord très faible. Un moteur. Elena se leva d'un bond. « Lucas, j'entends un véhicule !» Ils se rapprochèrent du bord de la route. Le bruit se fit plus fort. C'était un vieux camion de transport bleu, la peinture délavée et la carrosserie cabossée. Lucas leva les deux bras et fit signe. Elena fit de même, désespérée. Le camion ralentit. Un moment, ils crurent qu'il allait les dépasser, mais il finit par s'arrêter quelques mètres plus loin. La porte s'ouvrit et un homme en descendit. Il semblait avoir environ 70 ans, mince, la peau brunie par des années de soleil, portant une chemise usée et une vieille casquette. Ses yeux passèrent du couple aux valises posées au sol et son expression se durcit. « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» demanda-t-il. Lucas ne savait même pas par où commencer. Elena baissa la tête, honteuse. L'homme s'approcha, remarquant à quel point ils étaient secoués et épuisés. « Vous allez bien? Vous avez besoin d'aide ?»« On nous a abandonnés ici, » dit Lucas, la voix tremblante. « Abandonnés? Qu'est-ce que vous voulez dire? Nos enfants, c'est eux qui nous ont amenés ici, puis ils sont partis. » L'homme les fixa un moment, stupéfait. Puis il secoua lentement la tête, comme s'il ne pouvait croire ce qu'il venait d'entendre. « Vos propres enfants vous ont fait ça ?» Elena leva le visage, ses yeux étaient gonflés et rouges. « Ils ont dit que nous étions un fardeau, qu'ils étaient fatigués de s'occuper de nous. » L'homme ôta sa casquette et passa la main dans ses cheveux blancs, visiblement bouleversé par ce qu'il venait d'entendre. « Je m'appelle Gabriele, » dit-il doucement. « J'habite dans un petit village pas très loin d'ici. Je prends cette route tous les jours pour faire des livraisons. »« On ne veut pas vous déranger, » répondit rapidement Lucas. « Mais si vous pouviez nous emmener quelque part, n'importe où il y a du monde. » Gabriele leva la main pour l'interrompre. « Vous n'êtes pas un fardeau, ne dites pas ça. Prenez vos valises, vous venez avec moi. » Il aida Elena à monter dans la cabine du camion, puis chargea doucement leurs vieilles valises à l'arrière, à côté de la marchandise qu'il transportait. Lucas monta après elle, et bientôt le moteur ronronna de nouveau. Le camion redémarra, laissant derrière eux l'endroit où ils avaient été abandonnés. Pendant qu'ils roulaient, Gabriele ne cessait de secouer la tête, l'incrédulité sur le visage. Il avait 4 enfants lui-même, et ne pouvait pas imaginer qu'aucun d'eux soit capable d'une telle cruauté. « C'est vous qui les avez élevés ?» demanda-t-il. « Oui, » répondit Lucas à voix basse, « on leur a tout donné, même plus que ce qu'on pouvait vraiment se permettre. Vous avez payé leurs études. L'université, les formations, les voyages, tout, confirma Lucas. Gabriele eut un ricanement amer. Et c'est comme ça qu'il vous remercie? Dans quel monde vit-on pour que des parents soient jetés comme des déchets, laissés au bord de la route comme des animaux errants? Elena resta silencieuse. Elle regardait par la fenêtre, mais ses yeux n'étaient pas tournés vers le paysage. Ses pensées étaient ailleurs. Elle pensait aux petits-enfants qu'elle ne reverrait peut-être jamais, aux anniversaires où elle ne serait pas invitée, au déjeuner paisible du dimanche qui ne reviendrait plus. On n'avait pas grand-chose, mais on était heureux, dit-elle doucement, presque pour elle-même. On ne possédait rien de précieux, mais on les avait, eux, et maintenant, on n'a même plus ça. Gabriele la regarda dans le rétroviseur. « Il vous reste quelque chose, dit-il. Vous avez la vérité maintenant. Au moins, vous savez qui ils sont vraiment. Imaginez si vous étiez tombé gravement malade. Imaginez ce qu'ils auraient fait. » Lucas tendit la main et reprit celle d'Elena. Gabriele avait raison, ça faisait mal. Plus que tout, c'était déchirant. Mais au moins, maintenant, ils savaient. Les enfants qu'ils avaient aimés, élevés, pour qui ils avaient tout sacrifié, n'étaient pas ceux qu'ils pensaient. Ils étaient égoïstes, vides. Le genre de personnes capables d'abandonner leurs propres parents dès qu'ils ne leur étaient plus utiles. Le camion roulait toujours. Gabriele leur dit qu'il allait les emmener dans son village. Il affirma que les gens là-bas étaient bons et que quelqu'un les aiderait. Lucas et Elena ne parlèrent presque pas pendant le reste du trajet. Ils se tinrent simplement l'un contre l'autre en silence,
tentant de comprendre comment tout avait pu en arriver là. Comment l'amour qu'ils avaient donné leur avait été renvoyé comme un poids. Comment les enfants qu'ils avaient élevés étaient devenus des étrangers. Comment une vie de sacrifice s'était terminée dans la trahison. Alors que le soleil commençait à se coucher, le camion entra dans un petit village. Gabriele s'arrêta devant une maison modeste avec une enseigne en bois où l'on pouvait lire « Pension Lourdes ». « Cet endroit appartient à Donna Lourdes, dit-il. Elle est gentille, je vais lui parler. » Il entra et quelques minutes plus tard, revint accompagné d'une femme chaleureuse d'une 60aine d'années. Elle était un peu ronde, portait un tablier à fleurs et avait un sourire doux qui réchauffait l'atmosphère. « Bonjour mes chers, dit-elle tendrement. Gabriele m'a tout raconté. Vous passerez la nuit chez moi. » Lourdes ne posa pas de questions. Elle ne chercha pas à savoir les détails. Elle guida simplement Luca et Elena vers une petite chambre au fond de la maison. C'était simple, mais propre. Un lit double, avec des draps frais, une vieille armoire encore solide et une petite fenêtre donnant sur une cour où des poules picorèrent la terre. « Reposez-vous pour l'instant, nous parlerons demain matin », dit-elle en refermant doucement la porte derrière elle. Elena s'assit sur le lit et éclata de nouveau en larmes. Mais cette fois, ce n'était pas seulement de la peine. Il y avait aussi du soulagement. Le soulagement de savoir qu'ils avaient un toit, un lit où dormir et quelqu'un qui se souciait d'eux. « Nous sommes en vie, Elena », murmura Luca en s'asseyant à côté d'elle. « Ça aurait pu être pire. »« Pire » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Nos propres enfants nous ont jetés comme des ordures. »« Je sais, » répondit-il, « mais on a survécu à cette journée. Et demain, on survivra encore. » Cette nuit-là, ils dormirent dans les bras l'un de l'autre, un sommeil profond, lourd, celui qui suit une journée qui vous déchire de l'intérieur. Au matin, le soleil était déjà levé, remplissant la chambre d'une lumière douce. Une odeur de café frais flottait dans l'air. Dans la cuisine, Lourdes faisait cuire du pain. La table était dressée avec du café, du lait, du beurre et un simple gâteau fait maison. 3 autres personnes étaient déjà assises. Un homme d'âge moyen, une jeune femme et un garçon aux yeux encore pleins de sommeil. « Bonjour mes chers » appela Lourdes joyeusement. « Venez vous asseoir, le petit déjeuner est prêt. » Luca et Elena s'assirent à table avec des gestes timides, incertains d'avoir leur place. Lourdes les accueillit avec un sourire chaleureux et présenta les personnes déjà installées. L'homme plus âgé s'appelait Edilson. Il travaillait dans l'atelier de mécanique du village. La jeune femme était Jessica, étudiante en soins infirmiers, qui remplissait aussi les rayons du marché. Et le garçon était Poligno, l'assistant d'un camionneur, qui aurait visiblement préféré rester au lit. « Gabriele nous a raconté ce qui vous est arrivé, » dit doucement Edilson. « C'est terrible. Personne ne mérite ça. » « On ne veut vraiment déranger personne, » murmura Elena. « Vous ne dérangez personne, » répondit Lourdes, en posant plus de pain chaud sur la table. « Dans cette maison, on s'entraide. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous en avez besoin. »« Mais nous n'avons pas d'argent pour payer, » dit Luca, gêné. « Personne n'a dit que vous deviez payer, » répondit Lourdes. « Si vous voulez aider un peu à la maison, merveilleux, sinon ce n'est pas grave. Personne ne dort dans la rue tant que j'ai un lit libre. Pas une seule âme. » Luca sentit ses yeux le picoter. Cela faisait des années qu'on ne les avait pas traités avec une gentillesse simple, honnête, celle qui vous redonne l'impression d'être humain. Dans les jours qui suivirent, Luca et Elena se construisirent peu à peu une nouvelle routine dans la pension. Elena aidait Lourdes dans la cuisine, préparait les repas et lavait le linge des pensionnaires. Luca réparait tout ce qu'il trouvait, des charnières cassées, des planches branlantes, la clôture du jardin, le robinet qui fuyait depuis des mois. « Tu n'as pas besoin de faire tout ça, » lui dit plus d'une fois Lourdes, même si elle en était clairement reconnaissante. « On veut rendre ce qu'on reçoit, » répondit Luca. « On ne sait pas vivre autrement. » La ville s'appelait Val da Esperanza, la vallée de l'espérance. Elle était petite, tranquille, pleine de gens qui se saluaient
par leur prénom. Et lorsque la nouvelle se répandit au sujet du couple âgé abandonné sur une route déserte, tout le monde fut horrifié. Les voisins prirent Elena dans leurs bras dans la rue. Ils apportaient de la nourriture à la pension. Ils proposaient à Lucas de petits travaux de réparation dans la ville. Même ceux qui ne les connaissaient pas les traitaient comme des membres de leur famille. Mais malgré toute l'affection autour d'elle, Elena portait une tristesse qu'elle n'arrivait pas à faire disparaître. Certains après-midi, elle restait debout près de la fenêtre de leur petite chambre, regardant la rue, attendant, espérant qu'une voiture familière surgisse soudain, espérant qu'un de ses enfants apparaisse pour lui dire que tout ceci était une terrible erreur, espérant que quelqu'un revienne les chercher, mais personne ne venait. Un jour, Elena étendait le linge dans le jardin lorsqu'elle vit une femme passer avec 2 petits-enfants. Ils riaient, lui tiraient les mains pleins de vie. La femme se pencha pour remettre une chaussure à l'un d'eux, puis ils repartirent en courant, en riant. Le cœur d'Elena se brisa. Elle laissa tomber les vêtements mouillés et éclata en sanglots incontrôlables. Lourdes entendit ses pleurs et accourut dehors. « Elena, qu'est-ce qu'il y a ?»« Mes petits-enfants, Lourdes, sanglota Elena. Je ne verrai jamais mes petits-enfants grandir. Je ne leur ferai jamais de gâteaux. Je ne leur lirai jamais d'histoire. Je ne ferai jamais partie de leur enfance. » Lourdes passa ses bras autour d'elle et la serra fort. Elle ne dit rien. Elle laissa simplement Elena pleurer jusqu'à ce que la douleur s'apaise un instant, puis elle la guida à l'intérieur, prépara du thé chaud et s'assit avec elle à la table de la cuisine. « Elena, dit-elle doucement, laisse-moi te dire quelque chose d'important. La famille, ce n'est pas seulement le sang. La famille, ce sont ceux qui restent quand tout s'écroule. Tes enfants ont montré qui ils sont, mais ici, dans cette maison, tout le monde tient déjà à toi. Tu es aimé ici. Tu comprends ?» Elena regarda Lourdes, les larmes encore accrochées à ses cils. Comment une femme qu'elle connaissait depuis si peu pouvait-elle se soucier d'elle plus que les enfants qu'elle avait élevés pendant des décennies? « Pourquoi fais-tu tout ça pour nous ?» demanda Elena d'une voix faible. « Parce qu'un jour, quelqu'un l'a fait pour moi, » répondit Lourdes. « Quand mon mari est mort, j'ai tout perdu. Je me suis retrouvée dans la rue avec mes 3 enfants. Une femme m'a accueilli chez elle. Elle nous a nourris, m'a donné du travail et m'a aidé à me relever. Je me suis promis que si un jour je pouvais faire la même chose pour d'autres, je le ferais. Et maintenant, je le peux. » Ce soir-là, alors que la pension devenait silencieuse, Lucas se tenait dans leur petite chambre, rangeant leurs quelques affaires dans l'ancienne armoire. C'est alors qu'il entendit un léger coup à la porte. « Monsieur Lucas, puis-je vous parler un moment ?» demanda Lourdes. « Bien sûr, donna Lourdes. Entrez, je vous en prie. » Elle entra et referma la porte derrière elle. Son regard se posa sur quelque chose qu'il gardait toujours près de lui, le vieux dossier en cuir toujours à ses côtés. « J'ai remarqué que vous ne vous séparez jamais de ce vieux dossier, dit-elle. Vous l'emmenez partout. Même quand vous sortez juste quelques minutes, il est toujours avec vous. » Lucas jeta un coup d'œil au dossier usé posé sur le lit. Le cuir était craquelé et le fermoir rouillé. « Je le garde près de moi parce qu'il contient quelque chose d'important, » dit-il doucement. « Important comment ?» demanda Lourdes. Lucas hésita. Il regarda vers la porte, s'assurant qu'Elena ne pouvait pas entendre. Puis il inspira profondément. « Je n'en ai jamais parlé à personne, » dit-il. « Pas même à Elena, pas même à mes enfants, mais je pense que le moment est venu. » Il ouvrit lentement le dossier. À l'intérieur se trouvait une enveloppe fanée, jaunie par le temps. Il la sortit avec précaution. Il y avait de vieux documents, certains tapés à la machine, d'autres écrits à la main. « Quand mon père est mort, commença Lucas, il m'a laissé un petit terrain. Je l'ai vendu pour payer les études de David. Mais ce que personne ne sait, c'est qu'il avait un autre terrain. Un qu'il avait reçu il y a bien longtemps, dans le cadre d'un accord de travail. Il ne l'a jamais mis à son nom, expliqua Lucas, parce qu'il avait peur des problèmes juridiques. Alors, il a simplement gardé les documents liés au travail. » Lourdes prit doucement le dossier de ses mains et commença à examiner le contenu. Il y avait un vieux titre de propriété, un acte d'indemnisation et même des cartes dessinées à la main de la région.
Ce terrain, demanda-t-elle prudemment, existe-t-il toujours? Oui, acquiesça Lucas. À l'époque, c'était une zone rurale, mais les villes grandissent. Et aujourd'hui, cette région est complètement développée. C'est devenu une zone commerciale. Avez-vous déjà vérifié ce que ça pourrait valoir aujourd'hui? Demanda-t-elle. Jamais, répondit-il la voix tremblante. Toutes ces années, j'ai gardé ces papiers parce que je voulais laisser quelque chose à mes enfants. Quelque chose pour compenser toutes les difficultés qu'ils ont traversées en grandissant. Je me suis dit que ça pourrait les aider à avoir une vie meilleure après ma mort. Il s'assit sur le lit, l'air épuisé et incertain. Mais après ce qu'ils nous ont fait, Lourdes, après nous avoir laissés comme si nous ne comptions pas, je ne sais même plus quoi faire de ces documents. Lourdes s'assit à côté de lui prit la main avec douceur et le regarda dans les yeux. « Monsieur Lucas, dit-elle calmement, vous devriez parler à un avocat. Il faut savoir si ces documents ont encore une valeur légale. Parce que si c'est le cas, vous et Donna Elena pourriez enfin avoir la vie que vous méritez. Pas pour l'argent, pour la justice, vous avez trop souffert. Mais les avocats coûtent cher, dit Lucas à voix basse. Je connais quelqu'un ici en ville, répondit Lourdes avec un petit sourire. Le docteur Stefano, c'est un homme bien, il a aidé beaucoup de gens ici sans jamais demander d'argent. Je vais l'appeler et fixer un rendez-vous pour demain. Lucas jeta un coup d'œil au dossier sur ses genoux, celui qu'il avait gardé caché et protégé pendant des décennies sans jamais révéler ce qu'il contenait. Le poids de ces papiers semblait soudain plus lourd que jamais. « Pensez-vous qu'il reste encore de l'espoir » demanda-t-il dans un souffle. « Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, dit-elle. Allons découvrir la vérité. » Le lendemain matin, Lourdes accompagna Lucas et Elena dans un modeste bureau au centre-ville. Le docteur Stefano était dans la quarantaine. Il avait l'air sérieux d'un homme qui prenait son travail à cœur, mais sa voix et son regard étaient pleins de bienveillance. Il écouta attentivement pendant que Lucas racontait son histoire, tout en examinant soigneusement chaque document du dossier. Lorsqu'il eut terminé, il resta silencieux un instant qui sembla durer une éternité. Puis il retira lentement ses lunettes, nettoya les verres avec un chiffon, les remit et regarda Lucas droit dans les yeux avec une expression impossible à lire. « Monsieur Lucas, demanda-t-il, savez-vous exactement où se trouve ce terrain ?»« À peu près, répondit Lucas. Il est près d'une des routes principales de la capitale. Je me souviens plus ou moins de la zone. » Stefano se tourna vers son ordinateur et commença à saisir les informations des documents. Il cliqua, zooma, cliqua encore. Une carte numérique apparut à l'écran. Il ajusta la vue, puis s'arrêta soudainement. « Mon Dieu, murmura-t-il. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Elena, nerveuse. Stefano tourna l'écran pour qu'il puisse voir. Il montra une grande parcelle de terrain, en plein cœur d'une avenue très fréquentée, entourée d'immeubles commerciaux, de banques et de magasins. « Ce terrain vaut aujourd'hui une fortune, dit-il, encore sous le choc. On parle de millions, de vrais millions. » Lucas fixa l'écran sans voix. Elena se couvrit la bouche des deux mains, retenant une vague d'émotion. Lourdes, debout derrière eux, s'appuya contre le mur, stupéfaite. « Des millions ?» répéta Lucas. Le mot lui semblait irréel. « Vous en êtes sûr, docteur ?» Stefano ramena l'écran vers lui et commença à afficher des données. Il leur montra des photos aériennes, des rapports immobiliers récents et des ventes de terrains voisins. Chaque chiffre qu'il partageait était plus étonnant que le précédent. « Monsieur Lucas, ce terrain se trouve dans une zone commerciale de premier choix. Il y a des banques, des centres commerciaux et des bureaux tout autour. Une parcelle de cette taille pourrait facilement valoir 8 millions, peut-être même 10 selon l'acheteur. » Le corps d'Elena se mit à trembler. Lourdes se précipita, attrapa une chaise et l'aida à s'asseoir avant qu'elle ne s'évanouisse. « Mais comment est-ce possible ?» demanda Elena d'une voix brisée. « Toute notre vie, nous avons à peine survécu. Nous n'avons jamais eu assez pour vivre décemment. »
Comment avons-nous pu posséder une chose pareille sans le savoir? Stefano rassembla les papiers en une pile bien rangée sur son bureau et sortit un stylo pour prendre quelques notes. « Laissez-moi vous expliquer, dit-il calmement. Votre père a reçu ce terrain à l'issue d'un règlement devant un tribunal du travail, il y a plusieurs décennies. À l'époque, c'était un endroit reculé, loin du centre-ville. Probablement que personne n'en voulait. Ça devait paraître sans valeur. C'est pourquoi il l'a accepté. Il avait besoin de quelque chose, et c'est ce qu'on lui a proposé. »« Mais il ne l'a jamais enregistré officiellement ?» demanda Lucas. « Non, et c'est là que tout se joue. Il ne l'a jamais inscrit au registre foncier, mais ces documents issus du jugement sont toujours valides. Juridiquement, ce terrain appartient à votre famille. Ce que nous devons faire maintenant, c'est entamer un processus légal appelé régularisation de titres ou possession acquisitive. Cela prendra du temps et des démarches administratives, mais vous avez une revendication légitime. La preuve est là, noir sur blanc. » Lucas fixa le vieux dossier en cuir qu'il avait transporté toute sa vie. C'était le même dossier qu'il gardait caché sous le lit, loin de ses enfants. Parce qu'il avait toujours imaginé leur faire une surprise après sa mort. Il les imaginait l'ouvrir un jour, découvrir les papiers à l'intérieur et apprendre que leur pauvre père avait malgré tout réussi à leur laisser quelque chose de précieux. Mais maintenant, tout avait changé. Les enfants qui devaient hériter de ce terrain les avaient abandonnés, lui et Elena, sur une route déserte, les laissant se débrouiller seuls. « Docteur Stefano, » dit Lucas d'une voix plus ferme qu'il ne se sentait, « je veux enregistrer ce terrain à mon nom et à celui de ma femme. Combien cela vous coûtera-t-il de vous en occuper ?»« Monsieur Lucas, » répondit Stefano avec sincérité, « je ne vous demanderai rien. Votre histoire m'a profondément touché. Je m'occuperai de tout le processus gratuitement. Les seuls frais seront ceux du notaire et de l'enregistrement foncier, et nous les traiterons plus tard. » Elena attrapa la main de son mari. Leurs regards se croisèrent, un long échange chargé d'émotions, soulagement, tristesse, colère, espoir. Tout était là en même temps. « Et mes enfants ?» demanda Lucas à voix basse. « Est-ce qu'ils peuvent se retourner contre nous? Est-ce qu'ils peuvent essayer de le prendre ?»« Non !» répondit Stefano. « Tant que vous êtes en vie, la propriété vous appartient. Vous pouvez la garder, la vendre, construire dessus ou la laisser telle qu'elle. La décision vous revient entièrement. » Lourdes, qui était restée silencieuse jusque-là, prit enfin la parole. « Monsieur Lucas, Madame Elena, vous comprenez ce que cela signifie? Vous n'aurez plus jamais besoin de dépendre de qui que ce soit. Vous pourrez avoir votre propre maison, vivre confortablement et enfin profiter de la vie que vous n'avez jamais eue. » Mais Lucas ne ressentait aucune joie. Il aurait dû se sentir soulagé, reconnaissant, heureux. Mais à la place, il n'y avait en lui qu'un vide douloureux. « Vous savez ce qui est étrange, Donna Lourdes, dit-il doucement. Nous avons passé notre vie entière à lutter. J'ai commencé à travailler à 12 ans. Elena lavait des vêtements jusqu'à en avoir les mains en sang. Nous avons vécu dans une maison sans électricité. Et tout ce temps, toutes ces années, nous avions ça. » Il tapota la pile de documents sur la table. « On aurait pu offrir une vie meilleure à nos enfants. Ils n'auraient jamais manqué de rien. Ils n'auraient pas porté des vêtements rapiécés. Ils n'auraient pas eu faim. »« Lucas, s'il te plaît, ne pense pas comme ça, » dit Elena avec insistance. « Comment je pourrais penser autrement ?» répondit-il. « J'ai vendu le terrain de mon père juste pour que David puisse étudier. Je me suis épuisé à la tâche pour leur donner tout ce que je n'avais jamais eu. Et pendant tout ce temps, j'avais une fortune enfermée dans une enveloppe. Si seulement j'avais su. » Stefano se pencha doucement vers lui. « Monsieur Lucas, vous ne pouviez pas savoir. À l'époque, vous n'aviez pas les moyens que nous avons aujourd'hui. Il n'y avait pas de moyens faciles pour vérifier la valeur d'un terrain. Et laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Même si vous aviez eu connaissance de cette parcelle il y a 20 ou 30 ans, elle n'aurait pas valu grand-chose. Sa valeur n'a augmenté que récemment, parce que la ville s'est développée. Vous n'avez pas échoué.
Vous n'aviez simplement pas les outils nécessaires. Lucas expira lentement. Stefano avait raison. Il n'y avait aucun sens à se noyer dans les regrets. Ce qui comptait maintenant, c'était le présent, pas le passé. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-il. « Vous reprenez votre vie, » dit Stefano avec un sourire rassurant. « Je vais commencer le processus légal dès aujourd'hui. D'ici quelques semaines, je vous appellerai pour signer certains papiers. Et dans quelques mois, ce terrain vous appartiendra officiellement. » Ils quittèrent le bureau en silence. Lourdes marchait devant, tandis que Lucas et Elena suivaient à petits pas. Les rues de Val da Esperanza étaient animées. Les gens allaient au travail, les enfants rentraient chez eux, les voisins discutaient devant les magasins. Elena s'arrêta soudain sur le trottoir. « Lucas, est-ce qu'on devrait le dire aux enfants ?»« Leur dire quoi ?» demanda-t-il. « À propos du terrain, de l'argent, ce sont nos enfants. Après tout ce qui s'est passé, ce sont quand même nos enfants. » Lucas la regarda. Même après l'humiliation, l'abandon, la cruauté qu'ils avaient subie, Elena voyait encore leurs enfants avec le regard d'une mère. « Elena, » dit-il doucement, « ils nous ont laissés au milieu de nulle part. Ils nous ont dit qu'on était un fardeau, qu'ils étaient fatigués de nous. Tu crois vraiment qu'on leur doit encore quelque chose ?»« Ce n'est pas une question de dette, » murmura-t-elle. « C'est juste, ils font partie de nous, Lucas. » « La chair aussi peut pourrir, dit-il, sans dureté, mais avec une douleur trop ancienne pour être cachée. » Elena baissa les yeux et Lucas sentit aussitôt qu'il était allé trop loin. Sans un mot, il la serra dans ses bras, là, en pleine rue. « Je suis désolé, murmura-t-il. Je sais que tu souffres, je le ressens aussi, mais ne tirons pas de conclusions hâtives. Attendons de voir comment les choses évoluent. » Les jours passèrent, puis des semaines. Stefano resta occupé à gérer les démarches administratives. Il se rendit chez le notaire, remplit les formulaires et rassembla les certificats nécessaires. Pendant ce temps, Lucas et Elena continuaient d'aider à la pension. Leur vie restait simple et paisible. Puis, un après-midi, alors que Lucas réparait une étagère dans le garde-manger, Lourdes entra en courant. « Monsieur Lucas, quelqu'un vous demande à la porte. » Son cœur se mit à battre plus vite. Était-ce l'un des enfants? Était-il enfin revenu pour leurs parents? Il laissa tomber son outil et courut vers l'entrée. Un homme en costume l'attendait, une mallette à la main. Ce n'était pas un de ses enfants. « Vous êtes Lucas ?» demanda l'homme. « Oui, c'est moi » répondit Lucas. « Je suis Claudio, je représente Imperial Constructors. Nous sommes intéressés par l'achat d'un terrain qui vous appartient. » Lucas sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Comment êtes-vous au courant de ce terrain ?» demanda-t-il. « Nous faisons des recherches sur les propriétés situées dans des zones ciblées pour de futurs développements. Nous sommes tombés sur un ancien dossier du tribunal du travail lié à votre père. Cela nous a menés jusqu'à ce bien. Je suis ici pour vous faire une offre. »« Je n'ai pas l'intention de vendre, » dit Lucas fermement. L'homme afficha un sourire confiant, le genre de sourire que l'on voit chez ceux qui pensent déjà avoir gagné. « Vous n'avez même pas entendu l'offre. Nous sommes prêts à payer 7 millions immédiatement. » 7 millions. Le chiffre résonna dans la tête de Lucas. C'était bien plus qu'il n'aurait jamais pu imaginer gagner en une vie, ou même en 1000. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-il. »« Bien sûr, » répondit Claudio, « mais j'aurai besoin des noms des autres héritiers. Vos enfants, l'offre est destinée à l'ensemble de la famille. » C'est à ce moment-là que Lucas comprit ce que cela signifiait. Si cet homme les avait déjà retrouvés et parlait d'héritiers et de sommes énormes, d'autres finiraient forcément par découvrir le terrain eux aussi. Et lorsque cela arriverait, les enfants finiraient par l'apprendre. « Mes enfants vivent loin, dit Lucas. Nous n'avons plus de contact. »« Aucun souci, répondit Claudio. Nous avons une équipe spécialisée dans la localisation des héritiers. Cela fait partie de notre procédure standard. » Il laissa une carte de visite et s'éloigna. Lucas resta sur le pas de la porte, serrant la carte entre ses doigts. Il sentait la tempête approcher et au fond de lui, il savait qu'elle était déjà en route.
2 semaines plus tard, l'équipe de Claudio retrouva David, Chiara et Matteo. Ils approchèrent chacun d'eux, leur présentèrent les détails concernant le terrain, expliquèrent sa valeur et décrivirent l'incroyable opportunité financière. La réaction fut immédiate. David quitta son travail en plein service et se mit à passer des appels frénétiques, désespéré de retrouver ses parents. Chiara fut bouleversée. Elle éclata en sanglots, cria, se disputa avec son mari, lui reprochant, ainsi qu'à elle-même, les choix qu'ils avaient faits. Matteo ne perdit pas de temps et engagea un détective privé dès le jour même. En 3 jours, l'enquêteur découvrit que Luca et Elena vivaient dans un endroit appelé Valle da Esperanza. Le 4e jour, 3 voitures se garèrent devant la pension de Lourdes. David, Chiara et Matteo en descendirent, les bras chargés de cadeaux, fleurs, chocolats et sacs de magasins luxueux. Ils pleuraient tous. Ils semblaient tous remplis de honte. Lourdes ouvrit la porte, jeta un seul regard sur eux et sut immédiatement qui ils étaient. « Vous êtes les enfants, n'est-ce pas ?»« Oui, » dit David. « Nous sommes venus ramener nos parents à la maison. Nous avons fait une erreur. Nous sommes désolés. » Lourdes esquissa un sourire sarcastique. Intéressant comme le remords arrive vite quand il y a de l'argent en jeu. « S'il vous plaît, » dit David, « nous voulons juste leur parler. » Lourdes se retourna et se dirigea vers l'arrière-cour où Luca arrosait les plantes et Elena suspendait du linge. « Ils sont là, » dit-elle. Luca et Elena échangèrent un regard silencieux. Ils avaient tous deux pressenti que ce jour finirait par arriver. Lorsqu'ils entrèrent dans le salon, ils trouvèrent leurs 3 enfants debout, le visage marqué par une culpabilité qui ne semblait pas sincère. Et à cet instant, Luca ressentit quelque chose de profondément troublant. Il ne ressentait absolument rien, pas de colère, pas d'affection, pas de tristesse, seulement un vide profond et glacial là où autrefois sa famille occupait une place dans son cœur. David s'avança le premier. Il laissa tomber les sacs au sol et ouvrit les bras, les larmes coulant sur ses joues dans une mise en scène dramatique, comme s'il jouait sur une scène. « Papa, on vous a cherché partout, on a eu si peur. » Luca recula, évitant l'étreinte. Ce simple geste stoppa net David. Ses bras retombèrent lentement et la confusion envahit son regard. « Papa, asseyez-vous » dit Luca d'un ton ferme et distant, « mais pas trop près de nous. » Chiara éclata en sanglots encore plus forts. Elle s'approcha d'Elena, les bras tendus. « Maman, s'il te plaît, pardonne-moi, on ne savait pas ce qu'on faisait, on était perdus, dépassés. » Mais Elena s'écarta. Appuyée contre le mur, Lourdes croisa les bras observant en silence. Elle ne dit rien, mais ses yeux montraient qu'elle attendait de voir ce qui allait se passer. « Dépassée ?» répéta Elena. « Quel genre de pression, Chiara ? La pression de voir vos parents encore en vie ? Ce n'est pas ce que je voulais dire, maman. La vie était difficile, on avait des dettes, des responsabilités, tout s'écroulait et... »« Et ta solution ?» l'interrompit Luca. « C'était de nous abandonner au bord d'une route, de nous laisser là, comme si nous n'étions rien ?» Matteo, qui n'avait rien dit jusqu'ici, intervint enfin. « Papa, on a fait une terrible erreur, on le sait. Mais on est là maintenant. On veut vous ramener à la maison. On veut arranger les choses. » Arranger les choses. Luca laissa échapper un rire amer. « Tu crois que ce que vous avez fait peut s'effacer aussi facilement ?»« On veut essayer, » dit David rapidement. « Repartons à zéro. Venez vivre avec nous. On vous traitera avec respect et tendresse. » Luca s'assit lentement. Elena s'assit à ses côtés. Les enfants restèrent debout, maladroitement, tenant toujours leurs cadeaux. « Combien de temps s'est écoulé depuis que vous nous avez laissés là ?» demanda Luca. « 3 semaines, » répondit David. « 3 semaines, » répéta Luca, la voix calme mais tranchante. « Et pendant tout ce temps, aucun de vous n'a cherché à savoir si nous étions encore en vie. Pas un appel. Vous n'avez même pas pensé à revenir en arrière pour voir si nous avions survécu. » « On avait honte, » dit Chiara doucement. « De la honte ?» dit Elena, la voix qui montait. « Moi, j'ai ressenti de la honte quand tu m'as repoussé et que tu as couru vers la voiture.
J'ai ressenti de la honte quand je suis tombé à genoux, en vous suppliant de ne pas partir, pendant que vous vous éloigniez en riant. On ne riait pas, dit Chiara, la voix tremblante. Si vous riez, dit Elena fermement. Je l'ai entendu. L'un d'entre vous a dit, voyons combien de temps ils tiendront. Et les autres ont ri. Vous vous êtes moqués de nous en nous laissant derrière. Le silence qui suivit fut lourd et tendu. David baissa les yeux vers le sol. Chiara s'essuya le visage. Matteo tripotait nerveusement son téléphone. Puis Luca releva les yeux. « Dites-moi une chose, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi êtes-vous là maintenant ?»« Parce qu'on regrette tout ce qu'on a fait, » répondit David. « Trop vite, trop précipitamment. »« Mensonge, » répondit Luca. « Papa, je te jure. » « J'ai dit que c'était un mensonge, » le coupa Luca, frappant la coudoir de la main. « Vous êtes là à cause du terrain. Cette entreprise de construction vous a contacté, n'est-ce pas ?» Leurs visages changèrent instantanément. David avala difficilement. Les larmes de Chiara disparurent. Matteo baissa lentement son téléphone. « Comment tu sais ça ?» demanda Matteo. « Parce que je ne suis pas idiot, » répondit Luca. « Leur représentant est venu ici aussi. Il m'a proposé des millions pour le terrain. Et dès que j'ai entendu ce chiffre, j'ai su qu'il ne faudrait pas longtemps pour qu'ils vous approchent aussi. » Elena fixe son mari, stupéfaite. Elle n'avait rien su de la visite de Claudio. Luca avait gardé ça pour lui. Chiara tente à nouveau, plus doucement cette fois. « D'accord, oui papa, c'est vrai. On a entendu parler du terrain, mais ça ne change rien au fait qu'on regrette ce qu'on a fait. »« Ça change tout, » dit Luca en se levant. « Sans cet argent, aucun de vous ne serait ici dans cette pièce. Avouez-le. Avouez que vous êtes venu à cause de l'héritage. » « Ce n'est pas la seule raison, » cria David. « On est ta famille, on a droit à cet héritage, c'est la vérité. » À ces mots, le masque tomba enfin. Luca esquissa un petit sourire triste, celui qui naît quand un soupçon douloureux devient une certitude. « Un droit ?» répéta-t-il doucement. « Vous pensez avoir un droit ?»« Ce terrain appartenait à notre grand-père, » dit Matteo. « Il t'est revenu. Et il devrait finir par nous revenir. C'est comme ça que fonctionne un héritage. »« C'est comme ça que ça fonctionne, » répéta Luca en secouant lentement la tête. « Oui, la famille transmet les biens, mais la famille se protège aussi. La famille reste unie. La famille n'abandonne pas ses parents sur une route déserte en les laissant mourir. » Il les regarda chacun dans les yeux. « Alors dites-moi, est-ce que vous êtes encore ma famille ?»« Papa, s'il te plaît, ne dis pas ça, » murmura Chiara. « Je dirai exactement ce que je veux, » répondit Luca. « Vous avez brisé cette famille, vous avez piétiné tout ce que votre mère et moi avons sacrifié pour vous. » Elena posa une main sur son bras, essayant de l'apaiser. Son cœur n'était plus aussi fort, il ne devait pas se laisser emporter par la colère. « Luca, s'il te plaît. »« Non, Elena, ils doivent entendre ça. » Il se tourna de nouveau vers ses enfants. « J'ai passé 50 ans à me casser le dos sur des chantiers. Votre mère a frotté des vêtements jusqu'à en avoir les mains crevassées et en sang. On a eu faim pour que vous n'ayez pas à en souffrir. On portait les mêmes chemises usées pendant des années pour que vous puissiez avoir du neuf. J'ai même vendu le seul terrain que mon père m'avait laissé pour que David puisse aller à l'université. » Il les désigna du doigt, la voix tremblante mais ferme. « Et maintenant, vous arrivez en faisant semblant d'être désolé parce que vous avez appris qu'il y avait un autre terrain ?»« On ne fait pas semblant, » insista David. « Si, vous faites semblant, et vous savez comment je le sais, parce qu'aucun d'entre vous n'a demandé comment on s'en était sorti. Aucun ne s'est soucié de savoir qui nous avait aidés, si on avait à manger, si on était malade. Tout ce que vous vouliez, c'était le terrain. » Lourdes, qui était restée silencieuse jusqu'alors, s'avança enfin. « J'aimerais dire quelque chose, » commença-t-elle. « Ces deux-là sont arrivés chez moi sans rien. Je leur ai donné à manger, un toit et un peu de bonté. Tu sais pourquoi ? Parce que ce sont des êtres humains qui méritent de la dignité. Une chose que leurs propres enfants n'ont pas su leur offrir. Vous avez traité vos parents pire que je ne traiterais un inconnu dans la rue. » « Tu n'as aucun droit de parler de ça, »
lança Chiara. J'ai tout à fait le droit de parler, répondit fermement Lourdes. Parce que je les ai vus le jour où ils sont arrivés, j'ai vu la douleur dans leurs yeux, l'épuisement dans leurs pas, l'humiliation qu'ils portaient. Et maintenant je vous vois, là, avec vos excuses forcées et vos jolis cadeaux, pensant que le pardon peut s'acheter. David jeta les sacs par terre, hors de lui. Très bien, vous voulez la vérité? La voilà, ce terrain vaut une fortune, des millions. Et oui, on y a droit. Nous sommes les héritiers légitimes, et si tu refuses de le partager volontairement, on prendra des mesures légales. Allez-y, dit Lucas calmement. Quoi? Demanda David, surpris. J'ai dit, allez au tribunal, répéta Lucas. Engagez le meilleur avocat que vous trouverez, réunissez tous les documents que vous pensez utiles, allez vous battre pour ce que vous croyez mériter. Tu refuses à tes propres enfants leur héritage? Je ne refuse rien, répondit Lucas, mais tant que votre mère et moi sommes en vie, ce terrain nous appartient, et nous en ferons ce que bon nous semble. Peut-être qu'on le vendra, peut-être qu'on le donnera, ou peut-être qu'on le transmettra à des gens qui ont réellement pris soin de nous. Matteo fit un pas en avant, le ton menaçant. Tu n'as pas le droit de faire ça. Oh que si, et je vais le faire. Lucas s'approcha d'une petite table et prit 3 enveloppes. Il les avait préparées la veille, comme s'il avait su que ce moment arriverait. J'ai écrit quelque chose pour chacun de vous. Il remit une enveloppe à chacun de ses enfants. Ils les prirent avec hésitation, incertains de ce qu'ils allaient découvrir. Chiara ouvrit la sienne en premier. Elle en sortit une feuille pliée, commença à lire, et son expression changea. D'abord la confusion, puis l'incrédulité, ensuite la colère pure. « C'est censé être drôle ?» demanda-t-elle sèchement. « Ce n'est pas une blague » répondit Lucas. « C'est la vérité. » David et Matteo ouvrirent les leurs également. Dans chaque enveloppe se trouvait la même lettre manuscrite de leur père. Elle disait « Mon fils, toute ta vie, j'ai essayé de te montrer ce qui compte vraiment. Je t'ai appris que la famille devait toujours passer avant l'argent, que l'amour valait plus que tout au monde. Mais quelque part, j'ai échoué, parce qu'aujourd'hui, tu n'es plus la personne que j'espérais que tu deviennes. Tu es devenu quelqu'un capable d'abandonner ses parents quand ils étaient les plus vulnérables. Et pour cela, tu dois comprendre une chose. Le plus grand héritage qu'un père peut transmettre, ce n'est pas l'argent. C'est l'exemple qu'il donne, ce sont les valeurs qu'il transmet, c'est sa dignité. Et tu as tout rejeté le jour où tu nous as laissés derrière. N'attends rien de moi quand je ne serai plus là, parce que tout ce que j'avais à donner, je l'ai déjà donné, et tu as choisi de le refuser. David serra la lettre dans son poing, le visage rouge de rage, les veines du cou prêtes à éclater. Il jeta la feuille froissée au sol et pointa son père du doigt avec colère. « Tu n'as pas le droit de faire ça, on a des droits légaux, on est tes enfants, ton sang. »« Mon sang », répéta Lucas avec mépris. Le sang ne veut rien dire quand le cœur s'est glacé. Chiara se mit à tourner en rond. Elle passait ses mains dans ses cheveux, respirant fort, luttant pour ne pas s'effondrer. « Papa, ce n'est pas juste. On a fait une erreur, je l'admets, mais tout le monde fait des erreurs. Tout le monde mérite une seconde chance, non? » Une seconde chance. C'est Elena qui parle enfin, se levant lentement de sa chaise. Sa voix était calme, mais puissante. « Vous voulez une seconde chance ?» demanda-t-elle. « Alors répondez-moi à ça. Si nous n'avions pas ce terrain, s'il n'y avait pas de millions en jeu, seriez-vous quand même revenu ?» Chiara ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. La question l'avait touchée trop profondément. « Réponds-moi » cria Elena plus fort cette fois. « Seriez-vous revenu si nous n'avions rien ?»« Maman, c'est injuste. »« Réponds-moi » insista Elena. Mais la pièce resta silencieuse. Chiara ne pouvait pas se résoudre à mentir, pas en regardant sa mère dans les yeux. Aucun d'eux ne le pouvait, et la vérité était maintenant indiscutable. Si ce terrain n'avait pas existé, aucun des 3 ne serait revenu. Lucas et Elena auraient pu finir leur jour dans cette modeste auberge. Ils auraient pu tomber malades.
Ils auraient pu mourir, et leurs enfants seraient restés dans l'ignorance et l'indifférence. Matteo, toujours le plus calculateur des frères et sœurs, tenta de calmer les choses. « Calmons-nous, d'accord? Il n'y a pas besoin que ça se passe ainsi. On peut s'asseoir et en discuter en famille. On peut tout diviser équitablement. Ce terrain vaut une fortune. Il y en a assez pour tout le monde. » Diviser? Lucas laissa échapper un rire sec, presque amusé. « Vous voulez partager quelque chose qui ne vous appartient même pas encore? » « Mais un jour, il nous reviendra, dit Matteo. Quand toi et maman ne seraient plus là, l'héritage nous reviendra automatiquement. Pas si je rédige un testament et que je lègue tout à quelqu'un d'autre, répondit Lucas. Ces mots tombèrent comme un coup. Les trois enfants se figèrent. David réagit en premier. Un testament? Tu n'es pas sérieux? La loi nous protège, elle nous garantit la moitié. Lucas sourit. Il en avait déjà parlé avec le docteur Stefano. Il connaissait parfaitement ce que la loi permettait et ce qu'elle ne permettait pas. « C'est vrai, dit-il, la loi vous donne droit à la moitié, mais seulement la moitié. Le reste, je suis libre d'en faire ce que je veux, et je peux vendre le terrain dès maintenant, avant de mourir, et faire ce que je veux de l'argent. Je pourrais le donner, dépenser chaque centime, ou même y mettre le feu, si j'en avais envie. »« Tu ne ferais pas ça, » dit Matteo, bien que sa voix manquait de conviction. « Pourquoi pas ?» demanda Lucas. « J'ai travaillé un demi-siècle dans la construction, usant mon corps jour après jour. J'ai bien le droit de profiter de ce que j'ai gagné. Ou bien tu crois que je devrais tout garder pour toi ?» Chiara s'effondra à genoux. Cette fois, ses larmes n'étaient pas une comédie. C'était réel. Le désespoir l'envahit, la prise de conscience de ce qu'ils avaient vraiment perdu. « Papa, s'il te plaît, on sait qu'on a fait une erreur. On l'a admis. Mais ne nous coupe pas complètement. On reste tes enfants. » « Des enfants ?» dit Elena, s'avançant, la voix pleine d'années de douleur. Une fille qui a laissé sa mère souffrir seule sous la chaleur d'une route déserte? Une fille qui a crié que sa mère était un fardeau? Qu'elle en avait assez de s'occuper d'elle? « Je ne le pensais pas, » dit Chiara en sanglotant. « J'étais dépassée et bouleversée. »« Arrête avec cette excuse, » coupa Elena. « Tu n'étais pas dépassée, tu ne voulais tout simplement plus de nous dans ta vie. Admets-le, dis-le à voix haute. » Chiara baissa la tête, les larmes tombant sur le sol. Et enfin, après tous les mensonges, elle céda à la vérité. « C'est vrai, » murmura-t-elle. « On en avait assez, assez de la responsabilité. Assez d'envoyer de l'argent, de venir vous voir, de téléphoner. On voulait juste vivre notre vie sans avoir à porter le poids de vous deux. » Le silence qui suivit fut total. Même Lourdes, qui avait vu tant de douleurs dans sa vie, fut bouleversée par une telle honnêteté brute. Lucas s'agenouilla devant sa fille. Il lui releva doucement le menton pour qu'elle le regarde dans les yeux. « Merci d'avoir été honnête. Enfin, dit-il. Maintenant, laisse-moi être honnête avec toi. Je ne sais pas si je pourrai un jour te pardonner. Vraiment. Je ne sais pas si je pourrai un jour te regarder à nouveau avec amour. Parce que tu as détruit cet amour. Tu l'as tué le jour où vous nous avez laissés seuls sur cette route. » « Papa, » tenta de dire Chiara, mais il continua. « Toute ma vie, j'ai cru que la plus grande fierté d'un homme, c'était d'élever des enfants bons et respectables. Mais j'ai échoué. J'ai élevé 3 personnes égoïstes et avides qui ont abandonné leurs parents pour se faciliter la vie. Et le pire, c'est que je dois vivre avec ça maintenant. Je dois porter le fardeau de savoir que j'ai échoué en tant que père. »« Tu n'as pas échoué, » cria David. « C'est nous qui avons échoué. C'est nous qui n'avons pas été à la hauteur, » dit-il. « Au moins, on est d'accord sur quelque chose, » répondit froidement Lucas. Il se tourna et rejoignit Elena, prenant doucement sa main dans la sienne. Ils restèrent côte à côte, regardant leurs enfants, brisés, amers et honteux, debout au milieu de la pièce comme des étrangers. « Je veux que vous partiez, » dit Lucas, la voix ferme. « Retournez à vos vies, laissez-nous en paix. » Matteo fit un pas en avant. « Et le terrain ? » ?»« Le terrain concerne ta mère et moi, » répondit Lucas. « Cela ne vous regarde pas. »
On a le droit de savoir ce que vous comptez en faire. Vous n'avez aucun droit, répliqua vivement Lucas. Plus maintenant. Vous avez renoncé à tous vos droits le jour où vous avez renoncé à nous. David s'avança vers son père de manière menaçante, mais Lourdes s'interposa, lui barrant le chemin. « Je vous conseille de partir maintenant, » dit-elle fermement, « avant que je n'appelle quelqu'un. »« Ce n'est pas à toi de faire les règles, » lança David. « Si, justement, c'est ma maison, et vous n'êtes pas les bienvenus ici. » À ce moment-là, Gabriel entra. Il avait entendu les voix s'élever depuis l'extérieur. Grand, large d'épaules et calme, il avait une présence qui faisait réfléchir 2 fois avant d'élever la voix. « Il y a un problème ici ?» demanda-t-il. « Non, » répondit Lucas. « Ces personnes allaient justement partir. » David jeta un dernier regard à son père. Ses yeux brûlaient de colère, un mélange de haine, de frustration et de cupidité. « Tu vas le regretter, dit-il. On va aller au tribunal, on se battra pour l'héritage, et on gagnera. Alors vas-y, répondit Lucas. Le tribunal prendra des années, et pendant que vous perdrez votre temps à courir après ce que vous ne méritez pas, moi, je profiterai de chaque centime qui m'appartient. » Chiara se releva lentement. Matteo se pencha pour ramasser les enveloppes qu'ils avaient laissées tomber plus tôt. Sans un mot de plus, les 3 sortirent en trombe, claquant les portes derrière eux, marmonnant des insultes à voix basse. Leurs voitures s'éloignèrent, en soulevant des nuages de poussière. Quand le bruit des moteurs disparut enfin au loin, les jambes de Lucas flanchèrent. Elena le rattrapa vite, le serrant dans ses bras pour le soutenir. Lourdes et Gabriel accoururent et l'aidèrent à s'installer sur le canapé. « Monsieur Lucas, ça va ?» demanda doucement Lourdes. « Ça va ?» répondit-il, respirant fort. « Juste fatigué, c'est tout. »« Vous avez fait ce qu'il fallait, » dit calmement Gabriele. « Des gens comme ça ne méritent rien. » Elena s'assit à côté de son mari, tenant toujours sa main. Les larmes emplirent ses yeux, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de chagrin. C'étaient celles qui viennent quand un poids est enfin levé. Des larmes de soulagement, de liberté. « Lucas, » murmura-t-elle, « je suis fière de toi. »« Fière ? De quoi ?»« Pour ta force, pour avoir dit ce qu'il fallait dire, pour ne pas avoir cédé, pour leur avoir montré que la dignité n'a pas de prix. » Lucas la serra dans ses bras. Ils restèrent enlacés en silence, tandis que Lourdes se rendait à la cuisine pour préparer du thé. Gabriele resta à proximité, sa présence apaisante, et dans ce moment de calme, pour la première fois depuis des années, Lucas ressentit quelque chose qu'il n'avait plus connu depuis longtemps. La paix. Ce n'était pas la paix joyeuse d'une vie sans problème. Ce n'était pas la paix réconfortante d'une famille soudée. C'était une paix plus profonde, une paix douloureuse mais nécessaire, celle qui vient après avoir fermé une porte qui aurait dû l'être depuis longtemps, celle qui vient quand on accepte une vérité difficile. Parfois, il faut laisser partir les gens, même s'ils sont de votre propre sang. « Et maintenant, on fait quoi ?» demanda doucement Elena. « Maintenant, » répondit Lucas, « on vit. On vit comme on le souhaite, avec dignité, avec respect, avec des gens qui se soucient vraiment de nous. » Il jeta un regard vers Lourdes dans la cuisine, vers Gabriele, assis non loin, et vers les autres invités qui remplissaient la maison de rires et de gentillesse. Des gens sans lien de sang, mais qui avaient montré plus d'amour et de loyauté que ses enfants ne l'avaient jamais fait. « Nous avons trouvé notre vraie famille, » dit-il doucement, « et elle est ici. » Les mois suivants furent d'abord inhabituels, mais paisibles. Lucas et Elena restèrent à la pension de Lourdes, aidant aux tâches quotidiennes et s'habituant à un nouveau rythme de vie. Ils continuèrent à mener la même vie modeste qu'ils avaient toujours connue. La seule chose qui avait changé, c'était le sentiment de sécurité qu'ils ressentaient désormais. Grâce au docteur Stefano, ils disposaient d'un compte en banque bien fourni avec des millions en réserve. Et pour la première fois depuis longtemps, leur avenir n'était plus rempli de peur ni de doute.
Il fallut 4 longs mois pour finaliser les documents de propriété du terrain. Quand tout fut terminé, le docteur Stefano les invita à son cabinet. Avec un sourire, il leur remit l'acte officiel. C'était là, noir sur blanc. Luca et Elena étaient désormais les propriétaires légaux d'un terrain d'une valeur de 8,5 millions. Elena fixe le papier, bouleversée. « Alors, que se passe-t-il maintenant ?» demanda-t-elle doucement. Stefano sourit avec douceur. « Maintenant, le choix vous appartient. C'est à vous de décider de la suite. » Luca ne répondit pas tout de suite. Il tenait le document avec soin, comme s'il s'agissait de quelque chose de fragile. Son esprit revivait tout ce qu'ils avaient traversé. Il pensa à leurs enfants, silencieux depuis des mois, sans un appel, sans un message. Il pensa à Lourdes, qui se levait chaque matin pour préparer le petit déjeuner de la maison. Il pensa à Gabriel, qui passait chaque semaine pour prendre de leurs nouvelles, sans jamais rien demander en retour. Il pensa aux habitants du village qui les avaient accueillis à bras ouverts sans rien attendre en échange. Après un long silence, il leva les yeux et dit calmement « Je sais exactement ce que nous allons faire. » 2 semaines plus tard, Luca invita tout le monde dans le salon de la pension. Lourdes était là, ainsi que Gabriele, Edilson, Jessica, Poligno et plusieurs autres âmes généreuses rencontrées en ville. Stefano se tenait près du mur, un dossier rempli de documents à la main, observant en silence. « Je vous ai réunis ici aujourd'hui, » commença Luca, « parce que vous êtes notre vraie famille. » Elena se tenait à ses côtés, ses doigts doucement entrelacés aux siens. « Pas une famille de sang, » ajouta-t-elle avec chaleur, « mais une famille née de l'amour, de la gentillesse et du choix. Une famille qui est restée avec nous quand nous n'avions plus rien. Une famille qui ne nous a jamais tourné le dos. » Lourdes pleurait déjà. Elle pressentait que quelque chose d'important allait être annoncé. « Nous avons pris une décision au sujet du terrain, » poursuivit Luca. « L'entreprise de construction est revenue avec une meilleure offre, 9 millions. Et nous avons accepté. » Un sifflement bas s'échappa de Gabriele. 9 millions, une somme qui semblait sortie d'un rêve. « Et nous avons décidé de la manière dont cet argent sera utilisé, » dit Elena, la voix légèrement tremblante, en prenant le document des mains de Luca. « D'abord, » dit-elle en regardant Lourdes, « nous te donnons 1 million. » Lourdes poussa un cri de surprise. Sa main se porta à sa bouche et les larmes coulèrent librement sur ses joues. « Non, s'il vous plaît, je ne peux pas accepter ça, dit-elle. « Si, tu peux, insista Luca en s'approchant avec un regard doux. Tu nous as accueillis alors que nous n'avions nulle part où aller. Tu nous as traités avec compassion alors que nos propres enfants nous avaient tourné le dos. Ceci est pour toi, pour rénover ta maison, te reposer davantage et enfin profiter de la vie comme tu le mérites. » Lourdes s'effondra dans sa chaise, submergée par l'émotion. Jessica s'approcha d'elle et l'enlaça pendant que les larmes continuaient de couler. « Gabriele, » dit doucement Elena en se tournant vers lui, « nous t'offrons 500 000. Tu as été le seul à t'arrêter pour nous. Tu ne t'es pas contenté de tendre la main, tu nous as sauvé la vie. » Gabriele enleva sa casquette et s'essuya les yeux. C'était un homme habitué aux routes difficiles et aux longs trajets, mais là, l'émotion l'envahissait. « Monsieur Luca, » dit-il en larmes, « je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai seulement fait ce que toute personne décente ferait. » « Mais la plupart ne l'auraient pas fait, » répondit Luca, « et c'est pour cela que ce que tu as fait est exceptionnel. » Stefano, prenant tranquillement des notes, ne put s'empêcher de sourire. Il avait travaillé dans le droit pendant des décennies, mais des moments comme celui-ci, ils étaient rares. « Nous faisons aussi un don de 2 millions, » annonça ensuite Luca. « 1 million ira à une association locale qui s'occupe des personnes âgées abandonnées. Et le 2e million, ajouta Elena, servira à construire un refuge, un lieu pour ceux qui n'ont nulle part où aller, comme nous, autrefois. » La pièce devint silencieuse.
Personne ne parla. Chaque visage était couvert de larmes. Même Edilson, qui cachait toujours ses émotions derrière une façade solide, s'essuyait les yeux en silence. « Et le reste ?» demanda doucement Poligno, à peine audible. « Les 5 autres millions ?» Elena sourit tendrement et répondit « Ça, ce sera pour vivre. Nous allons acheter une maison simple ici, à Valeda Esperanza, dit Elena. Rien de luxueux. Juste un endroit paisible à nous où nous pourrons vivre dignement. Le reste, ajouta Lucas, nous le garderons de côté pour continuer à aider ceux qui en ont vraiment besoin. Jessica posa une question à voix basse. Et vos enfants, ils ne recevront rien? Lucas poussa un long soupir. La loi dit que quand Elena et moi ne serons plus là, ils auront droit à la moitié de ce qu'il restera. Ça, on ne peut pas y changer. Mais il ne restera probablement pas grand-chose d'ici là, parce que nous allons enfin vivre notre vie. Nous allons voyager, découvrir des endroits où nous ne sommes jamais allés. Nous utiliserons ce que nous avons pour profiter du temps qu'il nous reste et continuer d'aider les autres en chemin. Le docteur Stefano ouvrit son dossier et sortit les documents nécessaires. « Tout est là, dit-il. Tout est prêt. Il ne vous reste plus qu'à signer, et je m'occupe du reste. » Lucas prit le stylo, puis s'arrêta et se tourna vers Elena. « Tu es vraiment sûr, mon amour ?» Elle le regarda dans les yeux et hocha la tête. « Pour la première fois de ma vie, je suis complètement sûr. » Ils signèrent chaque page, chaque formulaire, chaque document, chaque transfert. Quand ce fut terminé, Lourdes se leva et les serra tous les deux dans une étreinte pleine de larmes. Gabriele la suivit et les serra fort dans ses bras. Tout le monde dans la pièce se joignit à eux, riant à travers les larmes, submergés par l'émotion. Ce soir-là, après le départ de tous, Lucas et Elena s'assirent tranquillement dans le jardin derrière la maison d'hôte, regardant les étoiles. C'était devenu leur rituel du soir, un moment de calme rien que pour eux. « Tu crois qu'on a fait le bon choix ?» demanda doucement Elena. Lucas gardait les yeux levés vers le ciel. « Je crois qu'on a fait le seul choix qui nous permet de dormir la nuit et de nous regarder dans un miroir. Je n'arrête pas de penser aux petits-enfants, murmura-t-elle. Je ne les verrai jamais grandir. » Il prit sa main et la serra doucement. « Je sais que ça fait mal, dit-il. Moi aussi j'ai mal, mais on ne peut pas rester prisonnier de la douleur. Il faut avancer. Regarde autour de toi, Elena. Regarde toutes les bonnes personnes qui sont entrées dans nos vies. » Elle sourit, le cœur plus léger. « Tu as raison. » « Nous avons perdu 3 enfants, dit Lucas, mais nous avons gagné une toute nouvelle famille. » Ils restèrent silencieux, réconfortés par la nuit. Puis Elena parla à nouveau. « Tu crois que un jour, ils comprendront ?»« Comprendre quoi ?» demanda Lucas. « Que le plus bel héritage que nous pouvions leur laisser n'était pas l'argent, mais l'exemple que nous avons donné. » Il la regarda avec admiration. Même après 50 ans de mariage, elle trouvait encore des mots qui le touchaient. « S'ils comprennent, c'est merveilleux, dit-il. S'ils ne comprennent pas, eh bien, ce sera leur fardeau. Nous leur avons déjà donné tout ce que nous avions. » 3 mois plus tard, Lucas et Elena emménagèrent dans leur nouvelle maison. Elle était petite mais parfaite, 3 chambres chaleureuses, une grande cuisine et un jardin rempli d'arbres fruitiers. Rien d'extravagant, mais c'était à eux. Lourdes rénova entièrement la maison d'hôte. Peinture fraîche, nouveaux meubles, une cuisine plus grande. L'endroit semblait tout neuf. Et elle veilla à ce que personne ne soit jamais refusé faute d'argent. La maison d'hôte devint connue dans toute la région comme un refuge pour ceux dans le besoin. Gabriele s'acheta un nouveau camion, mais continua de travailler. Il disait qu'il ne savait rien faire d'autre, et qu'en plus, il aimait la route. Mais désormais, chaque fois qu'il voyait quelqu'un en panne ou en difficulté, il s'arrêtait toujours pour aider. Les gens commencèrent à l'appeler « l'ange de la route ». Le refuge mit 1 an à être terminé. Il était magnifique, capable d'accueillir jusqu'à 20 personnes. Chaque semaine, Lucas et Elena venaient apporter des repas chauds, partager des histoires, offrir des câlins et discuter. Ils savaient mieux que quiconque ce que cela faisait de se sentir seul. Quant à leurs enfants, ils ne revinrent jamais.
David tenta de porter plainte pour son héritage alors que ses parents étaient encore en vie, mais le tribunal rejeta la demande. Chiara envoya une lettre d'excuse, mais dans la même enveloppe, elle demandait un prêt. Luca ne répondit jamais. Matteo disparut complètement. Des rumeurs disaient qu'il avait quitté l'État. Puis, un après-midi tranquille, près de 2 ans après tous ces événements, Elena était dans le jardin, arrosant ses plantes. Elle leva les yeux et vit une jeune femme debout devant le portail, un petit enfant dans les bras. Le cœur d'Elena fit un bond. Elle la reconnut immédiatement. C'était la femme de David, et le petit accroché à son épaule était le plus jeune petit enfant d'Elena, un petit enfant qu'elle n'avait jamais rencontré. « Madame Elena », dit la jeune femme d'une voix tremblante, « je sais que je n'ai pas le droit d'être ici, mais je devais venir. Je voulais que vous rencontriez le bébé, et je voulais dire que je suis désolée. » Elena resta figée, incertaine. Elle ne bougea pas, ne parla pas. Puis Luca apparut sur le pas de la porte. « Qui est-ce » demanda-t-il. « C'est Claudia » répondit Elena calmement, « la femme de David. » Luca eut d'abord le réflexe de refermer la porte pour protéger la paix qu'ils avaient enfin trouvée. Mais Elena l'arrêta doucement en posant une main sur son bras. « Attends !» Elle s'avança lentement vers la jeune femme, les yeux posés sur le petit enfant dans les bras de Claudia. Le bébé avait les yeux de David, les mêmes yeux curieux qu'il avait eus à la naissance. « Pourquoi es-tu venue ?» demanda doucement Elena. « Parce que je l'ai quitté, » répondit Claudia. « Je ne pouvais plus vivre avec l'homme qu'il est devenu. Et parce que mon fils mérite de connaître ses vrais grands-parents, pas la version amère et en colère de son père. » « Est-ce que David sait que tu es ici ?»« Non, il m'a dit de ne jamais venir. Mais je ne pouvais pas l'écouter. J'ai dû suivre mon cœur. » Elena regarda Luca, dont les yeux étaient remplis d'une émotion silencieuse. Cet enfant n'avait aucune part de responsabilité. Il n'avait fait de mal à personne. « Entre !» dit doucement Elena. « Allons nous asseoir, je vais faire du café. » Claudia entra portant le bébé. Ils s'assirent ensemble et parlèrent pendant des heures. Claudia leur raconta tout, comment la vie était devenue insupportable après que l'héritage ne soit jamais arrivé, comment David avait été rongé par le ressentiment, comment son obsession pour l'argent l'avait transformé en un homme froid et cruel. Elle avait finalement choisi de partir, pour elle, pour l'avenir de son enfant. Quand elle partit, la nuit était tombée. Elena avait tenu son petit-fils pour la toute première fois. Et à cet instant, toutes les larmes qu'elle avait gardées en elle coulèrent enfin. Luca porta lui aussi le garçon, et quand l'enfant leva les yeux vers lui et lui sourit, quelque chose en Luca se répara. Après le départ de Claudia, Elena se tourna vers lui. « Tu crois qu'on pourrait les garder dans nos vies ?» demanda-t-elle. « Juste elle et le bébé. »« Oui. » répondit doucement Luca. « Ils sont innocents dans tout ça. Ils méritent d'être aimés. Mais David, il reste en dehors de notre vie. » Et ce jour-là, Luca et Elena retrouvèrent une part de ce qu'ils avaient perdu. Pas les enfants qu'ils avaient élevés, mais une belle fille qui avait eu le courage de fuir les ténèbres et un petit-fils qui méritait de grandir entouré de bonté. Plus tard, ce soir-là, comme chaque soir, ils s'assirent ensemble dans le jardin, les yeux levés vers les étoiles. Puis Luca parle. « Tu sais ce que tout cela m'a appris, Elena ?»« Quoi ?» murmura-t-elle. « Que la famille, ce n'est pas seulement le sang. La famille, c'est ceux qui restent quand tout le reste s'en va. Ceux qui te choisissent, t'aiment et marchent à tes côtés même quand tu n'as plus rien à offrir. » Elena posa sa tête sur son épaule, la voix pleine d'une vérité calme. « On a passé trop de temps à vouloir plaire aux mauvaises personnes, » dit-elle. « On a oublié de se protéger. »« Mais on a appris, » dit Luca. « On a appris que la dignité ne se vend pas, que le respect ne se doit pas, il se mérite, et que le plus grand héritage que l'on puisse laisser, ce n'est pas de l'argent. C'est la vie qu'on a vécue, les valeurs qu'on a portées. » Ils restèrent en silence, main dans la main, sous un ciel rempli d'étoiles. Plus âgés, un peu fatigués, mais enfin profondément en paix,
Ils avaient perdu leurs enfants, mais ils avaient trouvé quelque chose de bien plus durable, une famille choisie. Ils étaient tombés sur une fortune inattendue, mais ils avaient découvert que la vraie richesse ne se trouve pas sur un compte en banque. Elle se trouve dans le cœur de ceux qui restent quand tout le reste disparaît. Et au final, c'était cela le véritable héritage que Luca et Elena laissèrent derrière eux. Pas une fortune en or, mais un legs d'amour, d'intégrité et de compassion. Une leçon si puissante qu'elle leur survivrait à tous les deux.